Bonjour Péteriella de Bourg. Nous sommes ensemble pour présenter sur Altea Media un enregistrement qui va sortir mi-novembre chez Nomade Music et consacré à des trois symphonies de Mozart. Alors, ma première question, c'est le titre en fait de l'enregistrement qui figure donc sur le livret. Pourquoi avoir nommé cet enregistrement de trois symphonies de Mozart, symphonie alpestre? Oui, alors c'est un peu ludique, bien évidemment. Alors l'Orchestre des Pays de Savoie, c'est l'orchestre de la région des Alpes, côté de la France, et ça a pu lui arriver, et moi j'en ai été témoin, qu'on lui demande d'interpréter la symphonie alpestre de Richard Strauss, qui demande un effectif de à peu près 120 musiciens, plus un grand orgue, etc. L'orchestre à la base est constitué de 23 musiciens, donc ça fait toujours un petit peu sourire. Euh, et puis moi je me suis dit, mais en fait, Mozart, il a fait toute sa vie, passé toute sa vie, sa carrière, de l'autre côté des Alpes, en Autriche. Donc il avait en quelque sorte une vision miroir du paysage que l'orchestre connaît très bien. Euh, et donc est arrivé le moment où on allait préparer les 40 ans de l'orchestre et où la question s'est posée, bah, est-ce qu'on ne voudrait pas réaliser un enregistrement? Et moi, je voulais surtout faire un enregistrement d'un répertoire, vraiment un répertoire, enfin un grand répertoire qui manquait un petit peu dans la discographie de l'orchestre. Et donc, enfin très naturellement, on s'est tourné vers Mozart, qui fait vraiment, enfin, qui est au cœur du répertoire de l'orchestre depuis toujours. Et donc voilà, cette idée a pris naissance. Je me suis attaché à cette idée de symphonie alpestre. Donc non seulement parce que Mozart était de l'autre côté des Alpes, mais aussi parce que il est tellement au cœur du répertoire de l'orchestre et que l'orchestre évolue toujours dans les Alpes lors de ses concerts. Voilà, et en plus, j'ai eu l'idée de choisir trois symphonies qui sont attachées à trois villes différentes. Donc Linz, Salzbourg et Vienne, comme trois visions alpestres différentes. Mais en fait, votre arrivée à la tête de l'orchestre a programmé un peu un changement de répertoire parce que je suis allé sur la discographie de l'orchestre et il a enregistré finalement pas mal de musique française. Ces symphonies de Mozart, est-ce qu'elles étaient déjà au répertoire de l'orchestre ou apportez-vous avec la nouvelle direction musicale, enfin depuis 2021, quelque chose de nouveau, plus dans une tradition germanique? Alors ça, je sais pas. Les disques, enfin les enregistrements, je pense que ça a souvent été aussi une question des opportunités qui se présentaient, des choses qui étaient cohérentes aussi par rapport à la relation avec le territoire, qui a toujours été très important pour l'orchestre. D'où par exemple enfin, les musiques à la cour de Savoie qu'il a enregistrées à un moment donné. Voilà, enfin, de toute façon, quand on regarde l'histoire des œuvres interprétées par l'orchestre, on voit qu'il y a une liste comme ça de musique de Mozart. L'enregistrement commence par la symphonie Hafner, qui est normalement jouée avec un panel complet d'instruments à vent, donc de flûte, de hautbois, de clarinette, de basson. Vous avez choisi la version sans flûte et sans clarinette. Alors, pourquoi? Bah, plusieurs raisons. Déjà que c'était l'orchestration originale de Mozart. Il a d'abord écrit une version enfin, sans flûte et sans clarinette, ce qui est reflété d'ailleurs aussi dans les deuxième et troisième mouvements, qui sont toujours restés sans ces instruments-là. Donc il les a ajoutés plus tard dans le premier mouvement et dans le final. Euh, Moi j'ai connu, enfin la première fois que j'ai entendu cette symphonie, c'était dans la version originale, sans flûte et clarinette. C'était avec Neville Marriner et The Academy of St. Martin in the Fields.
Je suis toujours resté attaché à cette version que je trouve un peu plus légère. Je trouve que les flûtes et clarinettes, que j'adore par ailleurs, mais n'ajoutent pas forcément grand-chose à part enfin, un peu de la masse euh, enfin, à l'ensemble. Je trouve qu'avec cette version d'origine, on gagne un peu en transparence. Et puis bon, et bien évidemment, c'était aussi par rapport aux autres symphonies qui restent dans ce même effectif. À l'écoute de cette version, ça donne l'impression de tirer un peu le spectre vers le grave. Alors, je ne sais pas si c'est la balance d'enregistrement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et évidemment, à ce moment-là, les premiers violons sont beaucoup plus présents. La couleur, je veux dire, la couleur, la couleur violon hautbois est beaucoup plus présente que dans la version avec flûte et clarinette. Oui, oui, c'est vrai. Puis c'est peut-être une couleur qui est plus propre à l'orchestre aussi, parce que l'effectif, au départ, dans les vents, on n'a que deux hautbois et deux corps. Donc on a ajouté deux bassons, deux trompettes et timbales pour cet enregistrement. Donc on garde un peu cette couleur qui est propre à l'orchestre. Donc c'est vrai que c'était aussi une raison. Ouais. Ouais, oui. Après, c'était pas forcément un souhait d'avoir plus de graves dans le spectre sonore. Ça dépend peut-être aussi un peu des chaînes ou enfin, des réglages qu'on peut avoir. Voilà. On sait bien sûr que les salles de concert de l'époque, par exemple, ben, je cite le palais Esterházy à Eisenstadt, pour les symphonies de Haydn, par exemple, étaient très réverbérantes. Est-ce pour cette raison que vous avez choisi une acoustique assez semblable pour cet enregistrement? C'est pas forcément pour cette raison-là. Non, c'était simplement l'occasion qui se présentait de réaliser cet enregistrement donc dans le temple rue Lanterne à Lyon. Qui nous a paru comme un endroit qui était tout à fait convenable pour ça, pour plusieurs raisons. À un temps, on avait envisagé de réaliser l'enregistrement à la Grange au Lac, à Évian, que l'orchestre connaît bien, mais c'était compliqué enfin, parce que la Grange est en travaux depuis un certain temps. Et puis, bah voilà, ce choix s'est fait comme ça. Et puis, on s'est rendu compte aussi que oui, c'est peut-être un choix qui détonne un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui pour un enregistrement symphonique, même en orchestre de chambre. Euh, mais qui n'est pas désagréable dans le sens où effectivement ça renforce aussi ouais, le côté ensemble. Ça renforce peut-être aussi un petit peu la projection des pupitres dans un orchestre d'une dimension plus restreinte. Donc voilà, et finalement on s'est trouvé bien là-bas. Alors, comment pourriez-vous qualifier vos choix d'interprétation et de jeu pour l'orchestre pour cet enregistrement? Par exemple, informé en relation avec le type de jeu d'instrument type 18e, ou clairement instrument moderne, ou un mix des deux? Alors, vaste question. Euh, Parce que, évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas se dire. Enfin, même le terme historiquement informé, ça n'a plus trop de sens de parler comme ça. Euh, on est forcément historiquement informé. Les musiciens modernes, euh, surtout les plus jeunes, mais même les moins jeunes, hein, enfin, dans le cours de leur carrière, de leur formation, ils font connaissance avec au moins enfin, les types de jeux, les modes de jeu historiques du 18e, du baroque. Euh, ils apprennent à jouer sur des instruments d'époque. Nous, à l'Orchestre des Petites Savoies, on a fait l'expérience aussi. Quand je suis arrivé, on a organisé une séminaire baroque, on avait appelé ça comme ça, donc sur cordes de boyaux, avec archets anciens, sur des corps naturels, etc. On a aussi des archets classiques à l'orchestre qu'on a utilisés pour cet enregistrement, donc qui permettent une touche un peu plus légère. Et moi, je ne suis pas forcément un adepte du non-vibrato systématique. Je pense que le vibrato, enfin, comme on le sait très bien, a toujours existé et c'est la façon de le doser, de l'appliquer, de l'insérer dans le phrasé qui est surtout important. Et pour moi, enfin, dans Mozart, c'est plus important que tout, c'est le phrasé. C'est le phrasé qui donne le caractère, qui donne le style et qui finalement bah, amène à sourire et amène cette joie qui est toujours
toujours présente dans les symphonies de Mozart. Cette joie et aussi cette humanité avec tous les questionnements qu'on peut avoir sur notre raison d'être ici. Enfin voilà, tout ça transposé en musique, ça fait que je peux pas me dire, enfin voilà, stylistiquement, il faut faire comme ci, faut faire comme ça, juste s'arrêter sur des décisions techniques. Mais c'est toujours inspiré euh, par des considérations musicales, phrasées, de caractère, que finalement on arrive à, à faire ces choix-là. Et puis c'est quelque chose de collectif aussi finalement. Je me rends compte que j'ai pas forcément besoin de dire aux musiciens, voilà, on va limiter le vibrato à cet intervalle et l'appliquer uniquement à tel ou tel endroit. Mais c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, s'installe assez naturellement aussi de par leur expérience, leur musicalité. Et puis moi, une envie que j'ai aussi par-dessus tout, c'est une transparence. C'est une intelligibilité des voix et que ça respire. Voilà, que ça chante. On peut dire quand même que les interprétations informées historiquement sont forcément influencées par l'époque dans laquelle elles sont données, c'est-à-dire par le XXe ou le XXIe siècle. Bah, il faut dire que auparavant, on avait, enfin parfois, hein, pas toujours. Quand on écoute parfois des vieux enregistrements, Pierre Monteux qui dirige Haydn avec le Viellard de Vienne, mais c'est merveilleux, c'est une merveille de style et de vivacité. C'est tout ce qu'on souhaite dans Haydn, et pourtant c'est les années 50. Mais parfois, il y avait aussi une tendance à la lourdeur, à la verticalité, qui faisait que, enfin, comme l'expliquait Arnoncourt à un moment donné, que, enfin, lui, il s'ennuyait quand il interprétait cette musique-là parce que ça mettait une chape de plomb sur tout ce qu'il y avait de vivace, mais aussi de dramatique, surtout dans cette musique. Et donc, par opposition, on est parfois peut-être allé assez loin dans le sens inverse. Mais bon, finalement, ça nous a quand même apporté beaucoup de choses. Je dois dire aussi, moi-même, je suis organiste, donc j'ai la pratique des instruments anciens, enfin, des traités anciennes, de la musique ancienne. euh, donc toutes les questions d'ornementation, d'articulation, etc., de style, je connais ça très bien. Et c'est vrai que ces instruments anciens apprennent vraiment quelque chose sur la façon de jouer. Et ça, c'est quelque chose que maintenant, progressivement, bah, beaucoup de musiciens ont intégré et arrivent à reproduire très bien.